Ce qu'il y a de fascinant avec les TCG, c'est la variété de compétences qu'ils mobilisent. On parle souvent de théorie craft, de lecture du jeu, de tempo ou de gestion de ressources, et parfois, au milieu de tout ça, on oublie un élément qui pourtant influence chaque décision. Ça s'appelle les statistiques. Ce mot peut faire peur, on l'associe souvent à des tableaux froids, des pourcentages, qu'on lit souvent qu'en diagonale sans vraiment comprendre, mais en réalité, dans un jeu comme Altered, les statistiques sont au cœur même de la mécanique. Parce qu'ici, il ne s'agit pas juste de poser des créatures, mais chaque personnage est lié à 3 biomes, et ces stats, elles, ont un vrai impact. Si vous êtes au-dessus de votre adversaire sur la région en cours, vous avancez, sinon, vous restez sur place. Une stat d'écart peut suffire, et ça peut faire toute la différence entre une main forte et une main faible. Un deck qui cale sans raison apparente, ou un deck qui va juste rouler sur l'adversaire. Alors, plutôt que de continuer à sentir les choses au feeling, j'ai eu une envie de creuser, de poser des chiffres sur la table et de voir ce qu'ils en révèlent vraiment. Pas juste pour faire joli, mais pour comprendre comment les biomes structurent les decks et parfois même les match-ups. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir les statistiques dans Altered et, plus précisément, les statistiques dans les biomes. Cette vidéo va se découper en 3 temps. D'abord, on va analyser les statistiques globales des factions, combien de personnages elles ont, comment leurs stats sont répartis entre les biomes et surtout ce que ça raconte sur leur identité stratégique et sur ce que les GD ont voulu montrer. Ensuite, on passera aux moyennes des decks compétitifs. Est-ce que les joueurs construisent leur liste en cohérence avec les forces théoriques des factions, ou est-ce qu'elles jouent parfois à contre-courant? Et enfin, on regardera quelques decks de top 4 pour voir si ces tendances se confirment dans des builds concrets joués en tournoi par des joueurs expérimentés. L'idée c'est pas juste de dire cette stat est meilleure que celle-là, mais plutôt de prendre du recul et de comprendre comment les chiffres se traduisent en gameplay réel. Cette analyse a demandé l'utilisation de plusieurs sites, comme celui de Warlord pour le deck building, mais aussi celui de 39 cards pour les decks compétitifs, ainsi que des outils créés par notre team, les Arcanotes. Donc si vous aimez Altered, et si vous aimez creuser un peu dans les mécaniques, ou si vous cherchez simplement à optimiser vos builds et mieux anticiper votre match-up, cette analyse devrait peut-être vous intéresser. Allez, on s'y lance. On va commencer cette première section avec une vue d'ensemble des statistiques des personnages par faction. L'objectif ici est simple, mieux comprendre les forces et faiblesses intrinsèques de chaque faction uniquement en regardant leur pool de personnages. Pour cette analyse, on va séparer les données en 2 catégories. D'un côté, toutes les cartes personnages de chaque faction, et de l'autre uniquement celles qui coûtent 3 ou moins de mana en main ou en réserve. Ce seuil n'est pas choisi au hasard, car dans la méta actuelle, les cartes de bas coût sont souvent celles qui déterminent le tempo et sont souvent même celles qui sont le plus jouées car elles vont déterminer la stabilité des premiers tours. Nous avons aussi pris dans cette étude seulement les cartes du set 1 et 2, car le set 3 étant encore trop récent, nous n'avons pas encore assez de données et même nous ne pourrons pas après continuer avec les données de set 3, sachant qu'il n'y a eu aucun tournoi majeur qui sont pour l'instant déroulés. En commençant par Axiom, on peut déjà regarder plusieurs choses. Si on regarde les statistiques globales, elles semblent plutôt faibles, mais ceci est très trompeur, car si on regarde celles qui nous intéressent, eh bien en fait, Axiom excelle précisément là où c'est le plus important aujourd'hui, c'est-à-dire les cartes à bas coût. C'est même la meilleure faction en termes de stats pour les personnages qui coûtent 3 ou moins. On note également que leur force principale semblerait être en forêt et que leur faiblesse semblerait être en océan. Pour ce qui est de l'océan, c'est quelque chose qui est assez bien connu, même malgré qu'il y ait quelques cartes comme le Morse qui peuvent potentiellement augmenter cette statistique. Par contre cependant, il est très intéressant de voir que ce n'est pas la montagne qui prévaut dans Axiom quand on regarde les personnages dans leur globalité. Pour ce qui est de Bravos, c'est une faction puissante sur le papier, mais qui en fait demande beaucoup de ressources. Elle possède les meilleures stats globales, mais une grande partie des personnages coûtent très cher. Lorsque l'on filtre uniquement les cartes à 3 ou moins, elle chute au classement et se retrouve seulement 4ème des meilleures factions avec leurs statistiques de base. Côté biome, la montagne est clairement dominante, suivie par l'eau, la forêt en revanche est celle la plus fragile de cette faction. Pour Lyra, c'est la faction la plus irrégulière en termes de stats. Aucune ligne de directrice claire, beaucoup de personnages avec des zéros dans certaines régions, et même aussi certaines qui ont juste 3 statistiques de base à 0. Mais c'est aussi une faction qui possède des pics très élevés dans chaque statistique. Quand on regarde les cartes à bas coût, elle est globalement la 2ème plus faible après Axiom en termes de stats globales. Ce paradoxe s'explique par la présence de nombreux effets puissants qui justifient les stats brutes très faibles. L'eau est le biome où Lyra semble être le plus performant, contre toute attente, mais dans les decklists réels, ce n'est pas toujours exploité. Et malgré les cartes comme Perséphone, le biome plante reste en retrait par rapport aux autres statistiques, probablement à cause des synergies trop nombreuses ou trop spécialisées. Muna est une faction très équilibrée. Elle se classe même 2ème en statistiques pour les cartes inférieures ou égales à 3 en coût, ce qui en fait l'une des factions les plus fiables pour poser des bases solides. Son biome de prédilection est, bien entendu, la forêt, ce qui est cohérent avec le lore et même les synergies internes du deck.
Mais contrairement à d'autres factions, elle ne néglige pas les autres régions, ses stats restent même compétitifs partout, avec juste une légère faiblesse en océan. Pour Ordis, c'est la stabilité par excellence. Ses statistiques sont très homogènes pour tous les biomes, avec un peu ou pas de faiblesse évidente. Cette constance se retrouve dans les cartes à bas coût, où Ordis est l'une des meilleures stats brutes, toutes factions confondues. Le coût des cartes est légèrement plus bas en réserve, mais la vraie force d'Ordis, c'est son absence de trous sur le plan de jeu en global. C'est une faction très simple, mais très efficace, qui pose les bases les plus solides dans n'importe quel environnement, et qui d'ailleurs possède les meilleures statistiques de base. Et enfin, pour Izmir, c'est une faction un peu à part. C'est elle qui possède le pool de personnages le moins important, mais aussi celle qui a les statistiques de base les plus faibles, niveau personnage. Mais elle compense aussi par des personnages avec des effets très peu coûteux et un accès massif aux sorts puissants qui synergisent très bien avec les héros. L'océan est son biome principal, ce qui est vrai même dans les cartes à bas coût. La montagne est plus fragile et la forêt aussi. Il faut bien noter que pour Izmir, les stats de personnages ne reflètent pas leur puissance réelle car les sorts sont le cœur du gameplay ainsi que le contrôle. Des héros comme Aphanas incarnent parfaitement ce style de jeu avec peu de stats mais un contrôle de board par la magie et donc plus de statistiques données aux personnages selon le nombre de sorts joués. C'est là où il faudra savoir faire un bon ratio entre sorts et personnages. Pour conclure avec la première partie, elle nous a permis de poser les bases et de comprendre les profils statistiques des factions en théorie, en particulier les cartes à bas coût qui structurent la méta. Mais on va maintenant passer à quelque chose de plus concret. Est-ce que ces profils se retrouvent dans les decks compétitifs que les joueurs jouent réellement? C'est ce qu'on va voir avec la suite dans la partie 2. Pour répondre à la question, j'ai analysé les decklists compétitifs publiés avant le patch de mi-saison de l'épreuve du froid. Ces données viennent du site 39 Cards et concernant les héros, j'ai pris uniquement 5 héros qui ont fait leur preuve durant la méta, à savoir Aphanas, Fen, Kojo, Sigismar et Teja. Pour ce qui est d'Axiom, je suis vraiment désolé, malheureusement je n'ai pas pu trouver de données extrêmement fiables et le profil ne correspond pas du tout à comment sont joués les différents decks. Tous les 5 héros que j'ai cités précédemment sont des héros qui ont montré leurs preuves pendant ce patch. Pour cette analyse, on s'est concentré sur plusieurs points. Le premier est sur le nombre total de cartes jouées par héros pour mesurer la diversité et la stabilité du build, car plus il y a de cartes jouées en moyenne, plus ça veut dire qu'il y a un nombre divers de façons de jouer le deck, et donc moins nos données sont fiables. Puis, on a regardé le nombre moyen de personnages pour évaluer donc ceci la dépendance au stats brut. Là aussi, moins il y a justement de personnages joués, plus les statistiques sont exploitables. Et bien sûr, nous avons fait la moyenne statistique par biome en se limitant aux cartes non uniques pour éviter les résultats soient biaisés par ces cartes qui sont souvent trop spécifiques. L'objectif ici, ça va être de construire un portrait moyen de deck typique pour chaque héros et voir si ce portrait se confirme ou non sur la dernière partie. En regardant de plus près chaque personnage, on va pouvoir commencer d'abord par Aphanas, qui est déjà un cas à part. Ce héros utilise souvent très peu de personnages, et ceux qu'il joue sont globalement très peu statés. Le résultat, c'est qu'on a un ratio stat-personnage très faible. C'est totalement cohérent avec son gameplay, qui repose avant tout sur les boosts donnés par le héros, avec bien entendu les sorts, qui vont synergiser avec. Autre point très intéressant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'élément le plus dominant chez Aphanas n'est pas l'océan, mais ici, la montagne. Et ce petit déséquilibre pourrait donner des pistes sur la manière de l'affronter. Pour ce qui est de Fen, c'est une approche complètement différente. Elle utilise beaucoup plus de personnages, ce qui augmente naturellement la moyenne statistique de son deck. Par rapport à son pool global de cartes, les personnages qu'elle joue sont très bien statés, bien mieux en tout cas qu'Aphanas, et donc va écarter les cartes trop faibles ou trop situationnelles de Lyra. En termes de biome, c'est très clair. Elle est extrêmement forte en montagne et très faible en océan, avec tout de même un score assez intéressant en forêt. Cette faiblesse d'ailleurs se retrouve assez structurellement dans chaque decklist étudiée, malgré qu'elle soit différente, car on voit toujours la même faiblesse en océan. Pour ce qui est de Kojo, lui se situe un peu plus entre les deux extrêmes, c'est-à-dire que c'est un personnage qui joue aussi un très grand nombre de personnages avec des stats globalement soit très fortes, soit très moyennes. Sa vraie force vient d'un pic très clair en montagne, avec ce qu'on a pu identifier dans son pool de cartes. Cependant, pour ce qui est de sa faiblesse, ça reste toujours l'océan. On commence à voir d'ailleurs un petit pattern entre Fen et Kojo qui ont les mêmes forces et résistances. Pour ce qui est de Sigismar, il est souvent perçu comme un héros très équilibré, mais les chiffres racontent plutôt une autre histoire. Son deck présente un spectre très net en océan, notamment à cause de certaines cartes clés comme Troupier Rare ou la Mécanicienne. A l'inverse, la forêt et la montagne sont bien moins représentées, et comme il y a peu de moyens de booster ces créatures dans son deck, il joue naturellement des personnages mieux statés que la moyenne, ce qui en donne un excellent ratio stat-personnage. Enfin, pour Teja, les statistiques confirment nos attentes. Son deck moyen affiche une nette dominance en forêt, fidèle à son identité monoplante. Mais nous avons aussi une autre surprise, c'est que la montagne ressort comme étant son point faible, alors que l'eau reste lui son deuxième point le plus fort. Cette faiblesse pourrait bien d'ailleurs être exploitée par certains match-ups, car, comme vous pouvez le voir encore une fois, beaucoup de ces personnages possèdent surtout un spike plus fort en montagne que sur les autres statistiques. Donc, pour en conclure sur cette analyse, on peut apprendre plusieurs choses importantes. Premièrement, les decks qui ne possèdent pas de boost passif ont tendance à utiliser les personnages avec des meilleurs stats de base, ce qui est le cas en tout cas pour Fen et Sigismar.
Deuxièmement, on retrouve aussi un autre pattern assez clair, qui est que la montagne est souvent le biome le plus fort de chaque deck. Tandis que l'océan est fréquemment le point faible, y compris chez les héros où ce n'est pas forcément attendu, comme Aphanas, et qui d'ailleurs pourrait peut-être potentiellement être exploité par Sigismar. Ces données vont nous permettre d'interpréter plus finement ce qui se passe dans la pratique, et justement pour la suite, on va aller voir ce que donnent ces tendances dans les decks qui performent en tournoi, avec l'analyse de quelques listes de top 4. Il est maintenant temps de plonger dans le concret. Est-ce que tout ce que l'on a vu jusqu'ici se vérifie réellement dans les meilleurs decks de la méta actuellement? Pour répondre à ça, j'ai sélectionné plusieurs decklists ayant atteint le top 4 lors de tournois récents ou alors que j'ai trouvé intéressantes, tous joués avant le patch de mi-saison de l'épreuve du froid. Pour chaque héros, j'ai choisi un ou deux decks joués par des joueurs confirmés avec l'idée de comparer leurs statistiques moyennes vues précédemment. Pour certains, il n'y aura seulement qu'un seul deck qui sera analysé car bien entendu il y a beaucoup trop de decks, donc je vous invite plutôt à le faire par vous-même aussi. Pour ce qui était de l'analyse, c'était pas très compliqué, il fallait juste prendre les decklists de 39 cards et de les mettre sur un site de deck builder. En commençant par Aphanas, j'ai dû choisir deux decks. Le premier, celui de Tempête de la Neige qui a fait top 1 à une saison de la Wall, et Rocco Duquesnoy qui lui a fait deuxième à l'Altered Italian League qui a été fait par Magic Warrior. Lorsqu'on analyse les deux decklists, on observe qu'elles sont globalement similaires avec quelques variations, par exemple le Vendangeur rare, les Virées endiablées ou alors les tours de passe-passe pour Tempête de la Neige. Ce qui nous frappe en premier, c'est les statistiques globalement très faibles comme on l'avait vu dans la partie précédente. Dans le deck de Tempête de la Neige, on note un petit spike en forêt qui vient probablement des présences des Vendangeurs. Dans le deck de Rocco Duquesnoy, on note aussi un petit spike en forêt qui vient surtout des Baba Yaga ainsi que de ses uniques qu'il joue, dont cette Hordis Trooper avec 2-0-1 de stats. Mais la différence des biomes reste par contre cependant très faible, à peine 1 ou 2 points de stats, comme vous pouvez le voir. Ce qu'on peut conclure, c'est que les builds d'Aphanas varient très peu et jouent très peu sur la dominance des biomes et ici misent plus sur le contrôle et la tempo ainsi que ce que peut offrir le héros en boost. Donc pour l'instant, ceci confirme ce que l'on a pu voir précédemment. Pour ce qui est de Fen, j'ai choisi surtout Spiros Mitsobonos, qui a fait lui premier à l'Altered Italian League que l'on a vu précédemment, et qui a donc battu notre cher Aphanas, Rocco Duquesnoy. Fen est un cas très intéressant car très peu d'entre eux représentent le top 4 malgré un potentiel très fort. Donc, ici dans le deck, on peut observer une grosse faiblesse en océan et une très grande force en montagne. Ceci donc, encore une fois, confirme ce qu'on en a pu faire précédemment, et ce que l'on observe aussi ici, c'est que les meilleurs Fen ont même aussi du mal à corriger cette faiblesse en océan, ce qui peut poser des problèmes dans certains match-ups. Pour Kojo, j'ai décidé aussi d'analyser le deck de Lace Fae, qui a fait second à l'une des Accused Championship de cette saison. Ici, malgré que Kojo soit maintenant considéré comme l'un des héros les plus solides post-patch, on peut observer ici, encore une fois, les mêmes forces et faiblesses que l'on a pu observer précédemment, c'est-à-dire un fort spike en montagne et un plus faible en océan. Même si ici on peut voir que les statistiques sont globalement très équilibrées entre chaque biome. Pour ce qui est de Teja, j'ai décidé de faire un petit peu différemment en montrant surtout les decklists de Visitor Q qui est un des membres de notre équipe et le comparer avec Atienne qui est un joueur grec très connu. Ici on peut voir en comparaison que les deux decklists sont assez différentes mais présentent plus ou moins le même schéma, c'est-à-dire une force en océan et en montagne et une mini faiblesse en montagne. Pour ce qui est de Visitor Q, on peut voir que lui il a choisi plutôt une stratégie se basant sur un équilibrage de toutes les statistiques, un peu pour ce que pourrait faire par exemple Sigismar, alors qu'Atienne, lui, est complètement allé sur une stratégie de spike, avec surtout des spikes en forêt et en océan. Pour finir avec Sigismar, j'ai choisi là aussi deux decks. Bien entendu, vous pouvez aussi voir les Baba Yaga qui sont encore existants parce que j'ai pas eu le temps malheureusement de faire la même chose avec les decks post-patch. Et là ici, j'ai choisi Fanturi qui a fait second à l'un des Awol et Enkenpo qui lui fait deuxième à l'Altered Italian League de Tapa Mana Flask. Là aussi, on peut voir que on a deux stratégies assez différentes, c'est-à-dire l'une qui est plus sur l'équilibrage des statistiques, tandis que l'autre embrasse complètement ce que l'on a pu voir précédemment, c'est-à-dire un force spike en océan et une force assez importante en forêt et une très grande faiblesse en montagne. Ce que l'on peut retenir lors de cette partie 3, c'est que les tendances statistiques que nous avons pu observer précédemment se retrouvent globalement dans les decks que nous avons choisis. Bien sûr, il y a toujours des exceptions de variance, car chaque personnage a des decks spécifiques. Je vous invite aussi donc à faire la même chose avec votre deck, afin de voir si vous avez des forces ou des faiblesses qui pourraient être compensées ou non, et d'ailleurs de les comparer avec les decks de la méta, voir si vous ne pourrez pas comprendre si oui ou non c'est pour ça que vous perdez ou que vous gagnez. Pour conclure, on se rend compte avec cette analyse que Altered possède de très grandes profondeurs sur tous ses points de gameplay. Souvent dans un TCG, les stats ne veulent souvent rien dire. Il suffit juste qu'elles soient correctes ou que l'effet de la carte soit assez intéressante pour qu'elle soit jouée. Par exemple dans Yu-Gi-Oh, il est tout à fait possible que la méta soit dominée par des cartes qui pourtant n'achèveront pas l'adversaire en un coup, ou alors même dans Magic où les stats ont plus d'importance, mais ici ce sont plus le setup qui domine. Bien entendu, même dans Altered, les stats n'expliquent pas tout et les decklists seront toujours pas identiques en niveau stats, faiblesse ou force à cause des uniques. Mais malgré tout, cette vidéo a permis de mieux mettre les pieds sur tous les aspects du jeu
Et il y a bien entendu encore beaucoup de choses à dire sur ces stats, mais on verra ça sûrement dans une prochaine vidéo. D'ici là d'ailleurs, n'hésitez pas à me poser des questions, j'ai encore plein de données que je n'ai pas encore pu potentiellement montrer dans cette vidéo pour pas trop la surcharger, donc n'hésitez pas dans les commentaires à envoyer des choses et aussi donc de vous abonner à notre équipe. Et c'est ainsi que donc la vidéo se termine. Alors oui, la vidéo est arrivée un peu plus tard que prévu par rapport à ce qu'on a voulu faire avec la team, c'est-à-dire de faire une vidéo d'analyse pendant le set 2. Bien entendu, les prochaines vidéos seront un peu plus à jour, et on espère donc que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à la prochaine!